Bonsoir à tous, c'est un nouveau journal des correspondants que nous vous proposons sur Télésud. Bienvenue à vous, comme d'habitude, à cette heure-ci sur nos antennes. Nous allons faire ensemble le tour de l'actualité de ces 5 derniers jours vus par nos correspondants. Nous irons au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en Guinée-Conakry. Il sera question de diplomatie solidaire, de santé et de culture. Mais avant, direction le Congo-Brazzaville qui vote ce dimanche pour la présidentielle. Une élection promise au président Sassou Nguesso qui devra tout de même battre dans les urnes les 6 autres candidats qui se présentent contre lui. Pendant la campagne, il a été beaucoup question de la longévité au pouvoir du président congolais. Ses partisans expliquent que c'est le prix de la stabilité du pays et de la sous-région. On écoute Thierry Mungala, ministre porte-parole du gouvernement congolais et chef du département communication de la campagne du président Sassou Nguesso. Nous entendons cela, c'est toujours effectivement un débat sur la longévité. Bon, nous considérons qu'il ne faut pas brusquer d'abord les peuples. On a vu qu'à chaque fois que les peuples ont été brusqués, c'était souvent un changement apparemment, mais en réalité une aggravation de la situation. Parfois, c'était la désintégration des États. Je ne cite pas d'exemples à travers le monde, mais je crois qu'ils sont suffisamment connus et ils viendront à l'esprit de vos téléspectateurs. J'ajouterais que pour ce qui concerne le Congo, moi, je ne parle pas de longévité au sens d'excès. Je parle de l'expérience de l'homme d'État qu'est le président Denis Sassou Nguesso. Et à partir du moment où la Constitution, les lois, ainsi que les droits civiques des différents candidats leur permettent d'être en lice, eh bien, je ne vois pas ce qui s'opposerait à leur possibilité de se mettre en situation de candidature et de remplir correctement leur mandat s'ils sont élus. Donc c'est un discours qui aujourd'hui ne correspond pas à la réalité. Monsieur Volcker, j'ajouterai un point. Les pays qui aujourd'hui démontrent leur capacité pendant cette crise, regardez bien à travers le monde, sont souvent des pays dont les dirigeants sont extrêmement expérimentés. Et donc l'expérience, ça peut rassurer. Cette semaine, il était aussi question de solidarité sous-régionale. Après le drame qui a frappé la Guinée équatoriale, le président camerounais Paul Biya a envoyé une mission d'assistance humanitaire en Guinée équatoriale. C'est ce que nous disaient nos correspondants locaux, Cyril Nguidjoy et Harley de Bouandébé. Le mont Cameroun surplombe la capitale équato-guinéenne. La proximité géographique entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Au-delà du partage des frontières, les deux pays ont une relation bilatérale solide établie depuis des années. La Guinée équatoriale, frappée de plein fouet par la catastrophe à caractère accidentel du 7 mars, peut donc compter sur son grand voisin. Dans un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, Paul Biya vient de décider l'envoi d'une mission d'assistance humanitaire en faveur de ces nombreuses familles endeuillées pour certaines, blessées pour d'autres, par ces tristes événements. La mission est composée d'une 60aine de personnels de santé militaire, du Corps national des sapeurs-pompiers et du génie militaire. La mission conduite par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a dans ses bagages une importante cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et de fournitures diverses. 21 juillet 2020, le Cameroun et la Guinée équatoriale paraphaient un accord de coopération militaire. L'accord signé entre les ministres de la Défense des deux pays est relatif aux modalités de coordination et d'action commune en matière de sécurité transfrontalière. Le document permet aussi l'adoption des politiques pour faire face aux différentes menaces à la sécurité. Au lendemain de la série d'explosions qui crée la consternation ce jour en Guinée équatoriale, le chef de l'État, à travers un télégramme officiel, avait adressé un message de condoléances et de compassion à son homologue Théodore Obiang Bazogo et au peuple équato-guinéen tout entier. La dernière visite d'un officiel équato-guinéen au Cameroun remonte au 18 février 2021. Paul Biya recevait en audience Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État de la présidence du gouvernement de Guinée équatoriale, chargé de l'intégration.
Il était alors porteur d'un message, président de Guinée équatoriale. Au Cameroun, toujours cette semaine, nos correspondants sur place, Valérie Ntidia, William Tabi, sont revenus pour nous sur les élections à la Chambre haute et basse du Parlement camerounais. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, a vu ses 2 membres conserver leur place au perchoir. Au Sénat, la Chambre haute du Parlement, Marcel Nyat-Ndifendi, 87 ans, a été reconduit à la tête d'un bureau qui n'a eu que 2 changements par rapport à 2020. Donné non partant par plusieurs médias, il est celui qui a été choisi par son parti pour conserver la tête d'un Sénat qu'il dirige depuis 2013, date de la création de l'institution. À la Chambre basse, Kavayegui Djibril rempile pour la 29e année consécutive. Aussi choisi par son parti, il était le seul candidat d'une élection où il a obtenu 147 suffrages. Sur 162 exprimés, il sera le chef d'un exécutif de 23 personnes identiques à l'année législative précédente. Une fois de plus, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui aura dicté sa loi au Parlement et appliqué sa discipline de fer en ne laissant que quelques miettes à l'opposition, qui s'en sort avec moins de 10 sièges au total dans les 2 bureaux. Premier rendez-vous inaugural de l'année législative débuté le 11 mars dernier pour une période de 30 jours. Au-delà du renouvellement des bureaux, les 2 chambres parlementaires réunies dans un contexte de recrudescence des cas de Covid se pencheront entre autres sur le renforcement de l'éducation des populations et surtout apaiser leurs inquiétudes face à la vaccination annoncée contre la Covid-19. Direction le Burundi pour évoquer la campagne de lutte contre la polio qui s'est déroulée sur 3 jours dans le pays. Cette campagne concernait près de 600 000 enfants burundais. Reportage de nos correspondants locaux. Depuis ce mercredi, 17 mars, le Burundi est en campagne de rattrapage de vaccination contre la poliomyélite au niveau national. Selon les données du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, plus de 670 000 enfants, dont l'âge est compris entre 3 ans et 4 ans 9 mois, sont concernés par cette campagne de 3 jours. Comme cette campagne se passe en pleine semaine, à Bujumbura, la capitale économique, les agents chargés de cette opération se sont déplacés pour vacciner ces enfants à l'école. Campagne de rattrapage des enfants qui n'ont pas pu avoir ce vaccin à cause d'une pénurie que le monde a connue dans l'intervalle allant de juin 2016 à mars 2018. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés dans cette période ont actuellement 3 ans, ont entre 3 ans et 4 ans, 9 mois. Soit 675 969 enfants dans tout le pays. Cette campagne vise à prévenir la poliomyélite signalée à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, frontalière avec le Burundi. Elle prendra fin ce vendredi. Notre tour des correspondants s'achève en Guinée-Conakry avec une rencontre avec Mariam Beavogui, diplômée en hôtellerie. Aujourd'hui, c'est dans l'artisanat qu'elle s'épanouit et prospère. Un exemple de réussite dont nous parlait cette semaine notre correspondant sur place, Sayon Kourouma. Mariam Beavogui rêvait un jour faire carrière dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà, viens. Mais jamais la diplômée en 2013 dans cette filière n'a franchi la porte d'un établissement hôtelier après ses études universitaires. Mais tu mets ta main à l'intérieur, là. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise dans un domaine dont elle n'avait jamais rêvé auparavant. C'est dans l'artisanat que Mariam a trouvé de l'or. Je suis fière d'être là. Parce que, étant ici, là, je m'en sors.
C'est de valoriser aussi le textile guinéen et aussi apporter un plus aussi sur la culture guinéenne. Entreprendre dans son pays, c'est ce qui a poussé Mariam à titiller ses rêves. Après des expériences infructueuses dans le commerce, la voilà dans l'artisanat et la décoration. Une idée née d'une simple curiosité. Je me suis dit, je ne peux pas travailler pour quelqu'un pour 1 million ou 800 000 ou 1 million 500. Un jour, j'ai vu le sac avec quelqu'un de passage. Je me suis dit, mais le sac là, est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi en Guinée qui fait le sac là? J'ai dit, il faut que j'apprenne à confectionner ce sac. C'est comme ça que je me suis lancée. C'est un don de Dieu, je n'ai jamais été couturière. Et depuis 7 mois, l'aventure artisanale commence pour la jeune dame de 28 ans qui, à moins d'1 an d'existence, s'est taillée une réputation dans ce domaine. Mais sa maman est loin d'être surprise de l'esprit de créativité de sa fille. Depuis son enfance, elle avait des curiosités. Tout ce qu'elle me voit faire, elle voulait faire. Quand je faisais les tricotages, une fois elle avait fait ces nappes-là, c'était plus joli que pour moi-même. Moi-même, j'étais étonnée quand je l'ai vu coudre ces sacs-là. Le salon de la chef d'entreprise ne désemplit pas. Ses clients, locaux et expatriés, trouvent leur goût. Il y a vraiment la créativité, l'originalité, donc ouais, c'est à visiter. À peine 7 mois d'existence, Mariam reçoit des commandes de toutes parts. Mais sa plus grande satisfaction est ailleurs, celle de créer des perspectives pour ses compatriotes à l'image de Rachel. C'est très bon, c'est intéressant. Depuis que j'ai commencé à venir ici, ma vie a changé. Comme Rachel, une dizaine d'autres filles travaillent pour la chef d'entreprise. Mais étendre le projet dans les 5 communes de la capitale guinéenne afin de créer de l'emploi pour la jeunesse est désormais l'ambition de la chef d'entreprise. On a créé une ONG afin de pouvoir aider d'autres jeunes filles aussi à apprendre le métier et d'être, comment je vais dire ça là, d'être autonome. Pour Mariam Bervougui, les jeunes Guinéens sont pétris de talent et de créativité. Il leur suffit des espaces pour donner vie à leur potentiel. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Il y a des hommes et des femmes de l'ombre que vous ne voyez pas, mais qui rendent possible ce journal chaque semaine. Ils sont en Afrique comme ici en France. C'est en leur nom à tous que je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment sur Télésud. À la semaine prochaine.